Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien, que tu as survécu à cette horrible canicule et que tu te prépares bien à la prochaine. J'en peux plus, c'est terrible, terrible, terrible. Bon, là on a quelques jours sous 25 degrés, donc on en profite pour faire un maximum de choses avant que ça s'arrête, enfin bref. Aujourd'hui j'avais envie de te raconter un petit peu tout ce qui me passe par la tête au sujet du syndrome de l'imposteur, qui est quelque chose qu'on subit beaucoup en tant qu'artiste et en général quand t'as un métier un petit peu créatif. Je l'avais évoqué dans une des dernières vidéos qui traitait du coup du perfectionnisme et je te disais que pour moi, le perfectionnisme et le syndrome de l'imposteur, c'est quand même quelque chose qui est assez lié. Selon Google, le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas être à la hauteur, et ce, même si tu réussis dans ton domaine. En gros, c'est le sentiment que tu ne mérites pas ta réussite et que tu n'es pas aussi compétente que les autres. Voilà, donc ça, c'était le petit moment un petit peu chiant, vraiment juste pour placer les bases et savoir de quoi on parle. Avant, il me semblait que c'était un phénomène qui était un petit peu un phénomène d'internet. En fait, les premières fois où j'avais entendu parler de ce truc, c'était par rapport à Lina Situation qui exprimait que elle, voilà, elle était atteinte de ce syndrome particulièrement, que à chaque fois qu'elle se retrouvait dans un événement, un tapis rouge à Cannes, un Met Gala, etc., entourée de célébrités mondialement connues, elle se sentait pas à sa place, elle avait pas la sensation de mériter ce qui lui arrivait. Et je me souviens que les premières fois du coup où j'avais entendu parler de ça, j'avais trouvé ça un petit peu relatable quand même, mais et c'est ça qui est assez fou, je me sentais pas légitime de parler du syndrome de l'imposteur pour moi parce que j'avais pas l'impression de correspondre à ce statut. Et d'ailleurs, ce truc du syndrome de l'imposteur, ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire une vidéo, de traiter ce sujet sur ma chaîne YouTube, mais je savais pas de un comment le prendre, enfin comment le tourner, et de deux, en fait, j'avais le syndrome de l'imposteur de parler du syndrome de l'imposteur. C'est assez fou. Mais la première fois, on va dire, où j'ai pris conscience que j'étais légitime, entre guillemets, à parler du syndrome de l'imposteur comme quelque chose qui me touchait et qui me concernait, c'était quand j'étais à l'école, il y a, je pense, 1 ou 2 ans, une de mes profs de design graphique avait dit en fait que le syndrome de l'imposteur, c'était quelque chose qui nous touchait tous, qu'on avait tous, en tant que créatifs, ou pratiquement tous, l'impression que notre travail n'était pas à la hauteur, qu'on n'était pas à notre place, et que globalement, les autres graphistes, en l'occurrence, faisaient tous un taf meilleur que le nôtre, et que voilà, il n'y avait pas de raison qu'on nous choisisse nous, alors que les autres faisaient un meilleur travail. Enfin bref. Et elle avait dit ça à du coup une des élèves de ma classe qui lui exprimait qu'elle était pas très satisfaite du travail qu'elle avait fourni et surtout qu'elle se sentait nulle par rapport au travail que fournissaient les autres personnes de la classe. Donc en fait, c'est quand cette prof nous a dit ça que je me suis dit ah bah oui en fait, ouais c'est logique en fait, c'est normal que je me sente comme ça et en fait la plupart des créatifs et créatives qui sont dans mon secteur ou même dans d'autres secteurs ressentent exactement la même chose que moi en fait. Donc je vais parler pour ma situation. Personnellement, du coup, je suis graphiste de métier. Je suis également artiste à mes heures perdues. Bon, je vends pas de toile ou quoi que ce soit, mais moi je me considère comme étant artiste. Je peins, je dessine, j'aime bien fabriquer des choses de mes mains, etc., etc. Et je suis également créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, principalement du coup sur YouTube, même si j'ai pas une énorme communauté, je reste créatrice de contenu parce que je crée du contenu tout simplement. Et en fait, avec toutes ces casquettes créatrices, créatives que j'ai tendance à effectivement ne pas me sentir légitime sur la plupart de ces casquettes en fait. Alors que quand j'épluche mon portfolio, quand je regarde mes toiles, quand je regarde d'anciennes vidéos que j'ai fait sur YouTube, je me dis bah c'est pas mal franchement, je trouve que sur YouTube, je peux avoir des propos, des vidéos assez pertinentes, que je peux bien m'exprimer. Je trouve que j'ai des toiles qui sont vraiment belles et que j'ai du plaisir à regarder, que j'ai du plaisir à afficher chez moi. Quand je regarde mon portfolio, je me dis: «Mais putain, tel et tel projet, c'est vraiment des trucs que j'ai de ça, quoi». Genre c'est vraiment trop beau, la DA est super chouette et heu et en fait, c'est bien fait, j'ai bien cerné le sujet et cetera et en fait, je peux objectivement reconnaître que je touche ma canette dans mes domaines, en fait, que je suis bonne. J'allais dire que je suis pas mauvaise, mais on peut dire carrément que je suis bonne, dans ces affaires-là. Alors que sur le moment, par exemple, quand je suis en train de faire une vidéo YouTube, quand je suis en train de la filmer, de la monter, de faire la miniature ou de l'éditer, je vais me dire: «Ah, j'aurais pu dire ça autrement» ou «La luminosité est pas bonne, l'image est pas bonne, le son est pas très bon». En fait, je vais remarquer tout ce qui est
négatif dans la vidéo et je vais pas me dire: «Ah putain, ça peut quand même être une chouette vidéo qui peut faire écho, chez certaines personnes, quoi». Pareil, quand je travaillais sur des projets de design graphique et que je comparais avec ce que faisaient mes petits camarades de classe, j'avais aussi des doutes, je me disais: «Mais ils sont tellement meilleurs que moi», alors qu'en fait, bah, non, pas spécialement, pas spécialement. Et encore la peinture, je pense que c'est un des sujets créatifs, où j'ai le moins de syndrome de l'imposteur parce que j'aime ce que je fais, mais j'ai quand même du syndrome de l'imposteur parce que je me dis: Comment je pourrais arriver à vendre ça alors que quand j'ouvre Insta, TikTok, je vais tomber sur des artistes qui font des peintures de malade mental et je me dis, en fait, une personne qui a le choix entre acheter la peinture de cet artiste-là ou acheter ma peinture, bah, je va choisir la peinture de l'autre artiste, en fait. Oui, en fait, c'est ça, quand il s'agit d'avoir un rapport avec la clientèle, soit les personnes qui achètent mes peintures, les personnes qui vont me commander des logos, des chartes graphiques, enfin, peu importe, ou même les viewers du contenu que je crée pour les réseaux sociaux, j'ai j'ai des doutes. Je doute de moi, je doute de mon contenu, je doute de la pertinence de ce que je propose et c'est caca, en fait. Et c'est là où je trouve que je rejoins du coup mon propos sur le perfectionnisme, c'est qu'en fait le syndrome de l'imposteur, c'est assez paralysant parce que à cause du syndrome de l'imposteur, tu vas potentiellement du coup refuser des opportunités qui pourraient t'être offertes grâce à ton art. Refuser, je sais pas, d'exposer, de vendre, de prendre des commandes pour tel ou tel client parce que tu crois que tu ne mérites pas ces opportunités-là et surtout parce que tu as peur en fait que les autres se rendent compte de l'arnaque entre guillemets. Je mets vraiment ça entre guillemets parce que en réalité, il s'agit pas d'une arnaque. Si tu as des clients qui veulent te proposer d'acheter certaines choses ou de te commander certaines choses, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais et ils estiment que ils sont très très contents de travailler avec toi, quoi en quelque sorte. Mais dans ta tête, quand t'as le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. T'as vraiment peur que les autres découvrent ton arnaque. C'est un terme un peu fort, je trouve, arnaque. Mais c'est vrai que même moi, ça m'est arrivé de le ressentir comme ça, notamment quand je cherchais du travail il y a quelques mois. C'était pas forcément dans le secteur du graphisme ou un secteur artistique, hein. J'ai aussi beaucoup cherché dans l'alimentaire. Je me suis empêchée de postuler à certaines choses par peur de pas être à la hauteur. Et en fait, quand on a commencé à me recontacter un petit peu par rapport à mes CV pour avoir des entretiens ou quoi que ce soit, j'ai été effrayée. Je me souviens le premier entretien pour le premier job là que j'avais fait en novembre, je crois. J'étais terrifiée d'aller au rendez-vous parce que je me disais, mais en fait, j'avais pas peur de pas être prise, j'avais peur d'être prise parce que je me disais, est-ce que je vais en être capable? Est-ce que je vais être une grosse déception? Ouais, en fait, il y a quelque chose d'un peu réconfortant dans le fait de rester dans sa zone de confort qui parfois est quand même négatif pour soi parce que désolé, mais la recherche d'emploi, c'est épouvantable en fait. C'est un rituel d'humiliation, c'est horrible. Voilà. Mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet, je crois. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, du coup, de comprendre que le syndrome de l'imposteur, c'est le lot de la plupart des gens, créatifs ou non en réalité, même si c'est quand même principalement présent, je trouve, dans les milieux créatifs. Personnellement, ça m'a aidé un petit peu à me calmer par rapport à ça et à me dire en fait, nique sa race. Même si j'ai encore du mal à prendre du recul sur ce genre de choses, même encore aujourd'hui, hein. Je remets beaucoup en question tout ce que je fais tout le temps, ma présence sur les réseaux sociaux principalement d'ailleurs. Je pense que j'arrive quand même à persister parce que je comprends qu'en fait, j'ai pas besoin de mériter, j'ai pas besoin d'être digne. En fait, je sais pas comment expliquer, mais le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire: «J'ai peur que les autres se rendent compte que je ne suis pas digne, que je ne mérite pas, que je suis nulle et cetera et cetera». Ce qui, en réalité, ne sera jamais le cas, mais si on pousse un petit peu l'angoisse jusqu'au bout et qu'on se dit, admettons qu'ils découvrent que je suis nulle, admettons qu'ils découvrent que je mérite pas, admettons que ce soit une réalité, admettons que je sois vraiment nulle et que je ne mérite vraiment rien des opportunités qui m'arrivent. Et alors, est-ce que tous les gens sur Terre méritent les bonnes choses qui leur arrivent? Est-ce que Elon Musk mérite d'être billionnaire? Non. Le truc, c'est vraiment d'arriver à se dire que c'est pas grave en fait. C'est pas grave. De pas mériter, c'est pas grave. J'aimerais que ce soit pas comme ça. Mais le fait est que le monde fonctionne d'une façon telle que les personnes les plus riches du monde, les personnes qui ont le plus de succès au monde, la plupart du temps ne méritent pas ce qui leur arrive. Voilà, il y a beaucoup d'affaires de naissance, de nepo babies, etc., etc. Et c'est pas grave. Voilà. Je pense que, par exemple, pour les nepo babies, ils ne méritent pas leur succès, on va dire la place qu'ils ont dans les carrières créatives qui sont les leurs. Mais
ça n'enlève pas nécessairement leur talent, en fait. Je pense, voilà, à des actrices comme, je sais pas, Lily Rose Depp, quand ton père c'est Johnny Depp et que ta mère c'est Vanessa Paradis, bien sûr que tu as un nom, en fait, et bien sûr que ça fonctionne comme ça, et bien sûr que je ne pense pas, sans méchanceté aucune, que ces actrices ou ces acteurs-là méritent le succès planétaire qu'ils ont, aujourd'hui. Néanmoins, est-ce que ça veut dire que je pense qu'ils n'ont pas de talent, qu'ils sont nuls, que ce sont, je sais pas, des arnaques ou quoi que ce soit? Non, je ne pense pas que ce soit le cas non plus. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, mais tout ça pour dire que, en fait, quand tu mets un petit peu de côté cette obligation, cette nécessité que tu peux ressentir à tout mériter tout le temps, alors que ça n'a pas forcément vraiment de sens, bah en fait cette angoisse du syndrome de l'imposteur, elle te touche beaucoup moins. Bon, et en réalité, je sais que c'est un petit peu facile de dire ça comme ça, d'apporter cette solution sur un plateau d'argent comme si c'était voilà la solution qui va régler tous tes problèmes d'ego. On va pas se mentir, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui découle directement de l'obligation, de la productivité, du travail acharné, de la hustle culture en fait, et aussi beaucoup de la confiance en soi, parce qu'en fait on vit dans une société, on vit dans une saucisse qui nous force à, comment dire, calquer notre valeur sur les choses qu'on produit, sur la valeur des choses qu'on va produire en fait, sur notre capacité à générer énormément de thunes tout en étant extrêmement méritant de cette thune qu'on génère, n'est-ce pas? Il faudrait quand même pas que les gens se rendent compte que bon, généralement, ça se passe pas comme ça, quoi. On en revient toujours au même sujet, tous nos problèmes découlent du capitalisme. Et en réalité, je pense que comprendre la responsabilité du capitalisme et de l'injonction à la productivité, etc., dans nos vies, c'est aussi quelque chose qui est très déculpabilisant et qui peut aussi t'aider à faire la part des choses dans le fait que, être méritant ou pas, au final, on s'en bat un peu les steaks. Et voilà, ça c'est un petit peu les clés, qui vont m'aider à me calmer en fait dans les périodes de doute où j'ai peur de rien faire bien. Quel délire. Ça c'est vraiment voilà les choses qui vont m'aider. Autre chose aussi par rapport aux métiers artistiques, dans les domaines créatifs et artistiques, il n'y a pas forcément un domaine qui soit mieux que l'autre. La musique, c'est pas mieux que la peinture, la peinture, c'est pas mieux que la sculpture, c'est pas mieux que l'artisanat de bijoux, la ferronnerie, enfin bref, je sais pas, c'est des trucs qui sont extrêmement différents. Et pareil, rien que dans un seul domaine, dans la musique, il n'y a pas un style de musique qui est objectivement mieux qu'un autre. Tout ça, ça va vraiment être des goûts et des couleurs. Donc, dis-toi, et c'est ce que je me dis aussi, que ce que tu crées, ça fera écho auprès de quelqu'un. Au secours. J'ai déménagé pourtant, mais peu importe où je vais, j'aurai toujours un voisin fou avec sa tronçonneuse qui fait du bruit tout le temps. Bref, qu'est-ce que je disais? Je disais, peu importe ce que tu crées, quel que soit ton style, ça fera écho auprès de quelqu'un et en fait, tu trouveras ton public. Maintenant, c'est vrai que trouver son public, ça peut prendre du temps, surtout si, voilà, t'as un art, un univers très niche, on va dire. Mais essaie pas de faire du Basquiat si t'aimes pas Basquiat. Vraiment, reste fixé sur ton univers. Bon, évidemment, tu peux t'inspirer de plein d'autres univers hein, pour le rendre toujours plus riche, toujours plus abondant, n'est-ce pas? Mais le secret, je pense, c'est vraiment de faire juste ce qui te fait kiffer. Fais ce que tu trouves beau. Crée en partie. Commence par créer pour toi. Et je pense que c'est comme ça que tu pourras trouver ton peuple. Parce que si tu commences à créer, mais en ciblant directement une autre esthétique que la tienne, un autre univers que le tien, tu vas trouver un peuple, mais ce sera pas le tien, en fait. Voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais en tête pour le moment sur le syndrome du personnage principal. Je sais qu'il y a obligatoirement des trucs qui vont me revenir en tête après la vidéo, quand j'aurai fini le montage, que la vidéo sera déjà programmée sur YouTube, etc. Bon, c'est mon lot quotidien. Et pourtant, je prends des notes. Hein. Je prends des notes. Mais j'ai toujours des trucs qui me reviennent après, des trucs auxquels j'avais pensé il y a des années en me disant un jour, je ferai une vidéo sur tel sujet et je dirai ça. Mais vu que je l'avais pas noté à ce moment-là, bah, je m'en souviens plus au moment de faire la vidéo, mais je m'en souviens après. Quel plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à très vite. Je sais pas quand, hein, parce que je ne promets pas d'être très active quand il fera 45 degrés. Mais à mon avis, toi aussi, t'auras de choses à faire quand il fera 45 degrés. Allez, vraiment bon courage. Bon courage. J'ai rien d'autre à dire. Allez, bisous.